jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. On retrouve pour ce deuxième épisode de 40 nuances de Next consacré à Armand, le fondateur de Sendinblue. Armand, tu es toujours avec nous, on est toujours avec Olivier Mathieu, mon acolyte. Ensemble, on a parlé dans ton premier épisode d'un certain nombre de sujets. On a appris beaucoup de choses, enfin moi en tout cas personnellement, sur l'email et sa responsabilité ou pas écologique. Et on a aussi évoqué sur une suggestion d'Olivier ce documentaire Netflix The Social Dilemma derrière nos écrans de fumée en français. Et il y avait un questionnement dont je voulais te faire part parce qu'on est entrepreneur, on est également citoyen et on a beaucoup abordé la question de l'empire et l'emprise des GAFA. On a moins parlé de ce que ça voulait dire pour nos sociétés, nos démocraties, le vivre ensemble et notre capacité à se mettre d'accord sur une vérité. Ce documentaire mettait en avant le fait qu'on vivait presque dans des mondes parallèles avec des informations qui ne sont pas les mêmes et du coup une incapacité à un moment à se mettre d'accord. J'aurais bien aimé avoir ton avis là-dessus dans une partie de ton 40 nuances de Next qui est plus personnelle. Je pense que c'est ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement, c'est sans doute ce qui nous attend demain. Je pense que ces réseaux sociaux, en effet, ont créé des bulles, des bulles où finalement les gens se rencontrent, se retrouvent autour de semblables et se rencontrent de moins en moins et ont de plus en plus de mal à vivre ensemble. Hein. Pour moi, peut-être l'élément qui est pour moi le plus symptomatique, enfin peut-être le premier élément de cette crise qui s'annonce en France, ce serait les gilets jaunes. Hein. On a vu le décalage énorme entre une élite, entre une élite qui a été élue et puis des gens qui se sentent plus du tout, qui sont plus du tout représentés par le pouvoir. Je pense qu'en effet, pour répondre à ta question et aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont leur leur responsabilité. Alors après, je serais pas, je pense qu'ils ne le font pas de manière cynique, c'est-à-dire que les réseaux sociaux n'essayent pas de diviser les gens, n'essayent pas de fracturer. Ils les ont créés d'une certaine manière involontairement. C'est un peu le comment ça s'est passé? Tout simplement, ils ont essayé de trouver les meilleurs contenus, les contenus qui intéressaient le plus les utilisateurs, et en leur poussant le contenu qui intéresse le plus, donc des gens qui les intéressent, du contenu qui les intéresse, ils ont créé justement ces bulles et ces cercles concentriques. Quand hier vous achetez un journal, vous achetez, je sais pas moi, l'Est républicain ou alors Le Monde, vous savez en fait qui va lire ce contenu, vous savez à combien d'exemplaires il est tiré. Vous avez en fait un contexte dans lequel cet écrit a été fabriqué. Quand vous avez du contenu qui est poussé par des algorithmes d'intelligence artificielle, hein, qui vont essayer d'optimiser votre bonheur à lire, on va dire, vous avez plus ce contexte. Vous avez, de toute façon, c'est ça le gros problème avec l'intelligence artificielle, machine learning, c'est que c'est une boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui est optimisé, enfin on sait ce qui est optimisé, on connaît l'entrée, on connaît la sortie, mais on ne sait pas comment les choses sont fabriquées entre les deux, et ça pose un gros problème de lisibilité et t'as raison de dire de vivre ensemble, c'est-à-dire que comme les gens lisent des contenus différents, ont sont dans des bulles différentes, ça ne permet pas de créer un socle commun d'information. Hein. Donc c'est en effet assez préoccupant.
Et du coup, la question, c'est notre capacité, même personnelle. Quand je dis qu'on est chacun dans des bulles, c'est y compris toi, y compris moi, y compris Olivier. À quel moment on remet en question ce qui nous est présenté en ayant conscience du biais algorithmique, ça pose beaucoup de questions. Et la question d'après, c'est comment on le partage à nos enfants. Je sais pas d'ailleurs si tu en as et si c'est des questions que tu te poses, mais au-delà du fait d'en avoir, ça n'empêche pas de s'interroger sur la manière dont on éduque les jeunes générations à ces sujets-là. Alors moi, j'ai deux enfants de 6 et 4 ans. J'ai pas encore eu ces questions, ces dilemmes technologiques. Ils sont trop petits. Nous, on a pas choisi de pas avoir d'écran du tout, donc ils doivent voir un dessin animé tous les mois, donc nous, on est très peu porté sur les écrans. Après, on les manipule beaucoup, donc j'imagine que ça doit faire naître des envies de les regarder. Ils nous réclament beaucoup, mais nous, on est vraiment très anti-écran. Je pense que pour l'imaginaire des enfants, pour leur éducation, l'écran n'aide pas. Même si on se dit, bah voilà, il va avoir une histoire, il va avoir plein d'histoires, et en fait, je pense, ça clôt l'imagination, parce que l'imagination, elle est encore plus forte quand il n'y a pas d'image, quand il y a juste du texte, ou alors quand il crée lui-même à travers le jeu, à travers les jeux qu'il peut avoir, il va se créer ses univers. Et je pense que c'est quelque chose de vachement important pour un enfant, de créer son imagination. Donc voilà pourquoi on n'est pas très, avec ma femme, très pro écran, pas du tout. Après, je me suis pas encore posé la question, pour être honnête, quand ils auront 10, 15 ans, à quel moment le smartphone, à quel moment les réseaux sociaux. Là, je ne sais pas te répondre. En tout cas, je sais, j'ai entendu, en tout cas, tous les dirigeants de la Silicon Valley, là, ils étaient assez aussi contre les écrans, et même si eux qui ont créé toutes ces technologies, ne le recommandent pas à leurs enfants, donc ça en dit long. Moi-même qui ai des enfants adolescents, je peux te préparer au monde qui t'attend. Il est effectivement un peu inquiétant, puisque moi j'étais plutôt parmi ceux qui avaient confiance dans le fait que la nouvelle génération peut-être parviendrait à maîtriser l'outil plus facilement que nous, sous ceux qui sont appelle les digital natives, les millennials, enfin ceux qui naissent en fait avec la génération écran. Je crois qu'on date de 96, la première génération qui a eu des écrans dès le collège. Donc à partir de ce moment-là, et tous ceux qui sont nés après 96 sont effectivement baignés ou immergés dans cette civilisation. Et d'ailleurs, je recommande aussi le livre de La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino, qui avait, il y a 1 ou 2 ans, été très clair, très synthétique sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, qui est celle qui est décrite aussi dans le fameux documentaire de Netflix dont on parle, qui est derrière nos écrans de fumée, à savoir qu'effectivement, il y a d'une part un indicateur qui est optimisé, qui est celui du temps passé devant les écrans, et ça c'est celui qui fait qu'à un moment donné on passe de plus en plus de temps, parce que ça optimise évidemment ensuite l'exposition publicitaire. Et puis il y en a un autre après qui est celui de l'addiction, qui est le fait de faire revenir devant les écrans avec pratiquement de manière physiologique des poussées de cette hormone qu'on appelle la dopamine, qui est aussi l'hormone du plaisir d'être ensemble, du plaisir social, et qui existe notamment aussi dans les jeux en réseau, dans les jeux vidéo, dans les réseaux sociaux, etc. Et donc effectivement, on se rend compte que peut-être il faut qu'on soit moins optimiste que ce que j'étais vis-à-vis des adolescents, parce qu'ils sont complètement dominés par le sujet et ils perdent beaucoup de temps d'attention et de temps de concentration. T'évoquais, Olivier, un ouvrage que tu nous recommandais. Ça nous permet peut-être de passer à notre rubrique s'inspirer, respirer, et de comprendre ce qui intéresse. Où est-ce que tu vas puiser, Armand, ton énergie, tes réflexions et peut-être les idées, que ce soit pour ta boîte ou pour ta vie. Je te propose d'en discuter après ce jingle. S'inspirer, respirer. Alors Armand, comment nourris-tu ton esprit ? Bonne question. Je pense que c'est vrai qu'on
on a des vies. Enfin, moi, j'ai une vie un peu à 300 à l'heure, et donc en effet, je pense que la source d'inspiration, enfin, je dirais pour ma boîte, en tout cas, à titre en tant qu'entrepreneur, ma source d'inspiration première, c'est mes premières années d'entrepreneuriat, au contact de mes clients, au contact de leurs difficultés, au contact aussi de me rappeler les difficultés que j'ai eues à ce moment-là. Et ça m'inspire beaucoup pour construire mon business. Alors après, je suis pas un grand lecteur de bouquins d'entrepreneuriat, pour être honnête. Donc là, j'aurais vraiment absolument rien à partager. Je n'ai jamais lu un seul. Voilà, j'essaye de lire quelques bouquins de littérature, mais malheureusement trop peu. C'est vrai qu'on est très drivé par cette adrénaline de l'hypercroissance de l'entreprise, des nouvelles choses à faire. Et un entrepreneur, enfin moi en tout cas, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le faire, et donc j'ai beaucoup de mal à inspirer, à respirer, comme l'appelle cette rubrique. Donc je suis pas là. Et je pense que c'est très nécessaire et très important pour avoir une vie équilibrée et rester sur terre. Mais je vais pas être un modèle à suivre. Si tu ne lis pas de livres d'entrepreneurs, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a parfois un peu une doctrine qui est toujours une sorte de pensée unique autour de l'entrepreneuriat. Donc c'est intéressant que tu écrives ta propre histoire aussi, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a motivé l'entrepreneur que tu étais, et comme tu me l'as raconté dans le premier volet qui a démarré en Inde, pourquoi l'entrepreneuriat, et quel était le ressort? Est-ce que toi-même tu es d'une famille d'entrepreneurs? Parce que tu as dit que tu avais fait une école prestigieuse qui est l'école polytechnique. C'est pas forcément l'école de l'entrepreneuriat au départ, en tout cas elle n'a pas été conçue pour ça. Donc d'où ça vient? Ouais, déjà donc école polytechnique, c'est une école militaire, donc j'ai dû faire mon service militaire, et donc déjà j'ai eu ce rapport à l'autorité qui avait été compliqué. Ça m'a été c'était difficile pour moi cette année militaire. Après j'ai eu pour être tout à fait précis, j'ai fait un VIE en Inde au départ. Donc, je suis sorti de Polytechnique, j'ai fait un VIE pendant 3 mois, et j'avais quelqu'un qui travaillait. Enfin, j'étais en VIE, donc on m'a envoyé en Inde pour construire un bureau, et je bouillonnais, et j'avais envie de faire des choses pour moi, et je voyais bien que j'avais beaucoup de mal à travailler pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que je dis, ça n'a pas été vraiment un choix que j'ai fait, et je me suis senti vraiment obligé de le faire. Et donc tout de suite je suis arrivé en Inde début janvier, et mi-janvier je parle à mon boss indien. Je dis je pense que je vais pas pouvoir continuer. Donc j'avais fait déjà 3 mois en France avant de partir en VE. Mais donc au bout de 3 mois et demi, j'ai compris que c'était pas ça mon truc, hein, voilà. C'était vraiment pas mon truc d'être salarié. J'avais soif de faire beaucoup, et donc c'est pour ça que là, à un moment donné, je mets une annonce, je me dis voilà, je cherche un entrepreneur pour lancer un projet en comptabilité, en saisie, en saisie manuelle, en informatique, ou alors en traduction. J'avais vu un peu les secteurs. Entrepreneur cherche idée désespérément. Cherche idée, cherche partenaire, voilà. Et puis il y a un seul gars qui a répondu à mon annonce, et ça a été. Et c'était le bon gars avec lequel j'ai fait plus de 10 ans. Voilà. Après, je suis pas d'une famille d'entrepreneurs. Et je me demandais si on pouvait revenir une seconde sur l'école polytechnique, au-delà de la partie militaire, parce que c'est quand même une des plus belles marques d'enseignement mondiales. Moi-même, je suis fils de polytechnicien. Et au-delà du bal. Oui, au-delà du bal de Polytechnique. J'en profite pour saluer mon papa polytechnicien. Donc, en tant que fils de polytechnicien, je vois à peu près de quoi il s'agit. Et c'est un peu un clin d'œil, parce que souvent les élites françaises sont critiquées. On critique l'ENA, on critique Polytechnique. Et toi-même, tu disais avec les gilets jaunes qu'on critique aussi le clivage entre les élites et puis le gros de la population française. Est-ce qu'on apprend des choses à Polytechnique qui te préparent quand même pour ce monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu en retiendrais, toi, de ce qui est positif et négatif, au-delà de l'aspect purement militaire? Est-ce que, par exemple, tu as appris des choses très concrètes sur l'informatique et la technique qui t'ont permis de mettre les mains dedans?
Alors moi, j'avais pris comme spécialité économie et physique nucléaire. Donc c'était assez loin de l'informatique. Je connaissais pas du tout j'ai pas du tout fait l'informatique à l'IX, donc j'ai absolument rien appris sur ce sujet. Voilà. Je dirais que mes années à la Polytechnique, pour moi, ils ont été très très riches, très heureuses, très années de prépa aussi très très fortes, beaucoup appris. Alors après, forcément des choses qui sont utiles, en effet, c'est vrai. Mais en fait, vous apprenez des méthodes, vous apprenez à travailler, vous apprenez à travailler en groupe. Alors sans doute pas assez. Hein. Quand je vois à l'école de commerce, ils travaillent beaucoup en groupe. Nous, on travaille de temps en temps en groupe, mais sans doute pas assez. Mais en tout cas, on apprend des choses. Et le fait juste d'apprendre des choses avec des professeurs très inspirants, très inspirés. Moi, même si c'est pas en effet très très utile, concrètement, ça prépare une machine. En fait, c'est un peu des machines à réfléchir, des machines à exécuter qu'on va fabriquer à quoi fabriquer la Polytechnique. Hein. C'est comme ça que je formulerai les choses. Même si tous les gens qui ont suivi les cours de physique nucléaire ou d'économie théorique ne vont avoir aucune application, et je connais très peu de gens qui sont chercheurs maintenant de mes amis polytechniques sur ces sujets-là. Mais c'est quand même c'est apprendre à apprendre, c'est apprendre à apprendre en fait, hein, beaucoup cette école, je dirais. Moi je serais vraiment le dernier à cracher dans la soupe sur ce thème-là. C'est une grande école qui doit évidemment se réinventer. Hein. C'est sûr qu'il doit se réinventer. Je pense que trop peu de gens qui sortent de Polytechnique sont entrepreneurs. Pourtant, quand on parle de tech, c'est aussi beaucoup des enjeux techno. Il y a beaucoup de technologies inventées. Cette histoire de le réchauffement climatique qui est l'enjeu pour moi du XXIe siècle. Passage à une économie décarbonée, un monde qui soit renouvelable. Ça veut dire qu'il faut réinventer une industrie, réinventer des façons de produire, de se déplacer. Donc pour moi, les ingénieurs ont une part essentielle dans cette transformation, et c'est pas les grosses boîtes, et c'est pas à l'intérieur de grosses boîtes qui vont réussir à le faire. Donc voilà, faut ce goût d'entrepreneuriat, il faut réussir à l'inculquer. Il faut aussi plus sans doute inculquer aussi plus de travail en équipe, je dirais, dans cette école. Mais au niveau des disciplines de l'enseignement, je l'ai trouvé vraiment excellent, et puis de l'ambiance, de ce qu'on y vit. Mais bon, c'est pour moi, c'est des années très heureuses. Ouais. On tire le fil à l'envers et on va continuer de parler de toi. On va revenir à l'enfance d'Armand Thiberge juste après ce jingle. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Donc tu peux t'allonger, Armand. On va parler de ton passé, de ta vie. Non, quel gamin t'étais ? Et est-ce que alors après coup, c'est toujours plus facile de refaire l'histoire, hein, c'est un peu comme le storytelling, mais est-ce que le gamin que t'étais était prédestiné ou pas à devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui ? À minima, on t'imagine bon élève. Alors oui, non, même pas. Non, j'ai eu le bac un peu juste. Non, j'étais pas j'ai jamais été très scolaire. Et je pense que l'entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un d'assez créatif. Je pense qu'il faut une dose de créativité pour être entrepreneur. Un entrepreneur, c'est mon premier business angel, Henri Beaublanc, qui m'a codé ça. Et la première fois que j'ai vu, il m'a dit, tu sais, un entrepreneur, c'est comme les artistes. C'est un artiste. Et je pense qu'il faut un peu cette dose à la fois de folie, de créativité pour monter une boîte. Alors peut-être que l'artiste est plus impressionnant, plus extraverti que l'entrepreneur, mais cette part de créativité, elle doit être là. Et une entreprise, c'est pas, parce que parfois on a l'impression que l'entrepreneuriat, justement, ça se lit dans les bouquins, ça s'apprend, c'est une histoire d'organisation, c'est presque un truc militaire. Je pense que voir la création d'entreprise comme un processus déterministe, c'est fondamentalement faux. Même si évidemment, pour bâtir de très grosses organisations et pour scaler, donc pour passer à l'échelle et faire des grosses choses, en effet, il faut une certaine organisation à un moment donné de l'entreprise. Le formateur, alors moi j'étais déjà
j'ai 2 parents psy, donc tu parlais de mes parents. Donc t'es à l'aise pour te mettre sur le canapé. Profession libérale, voilà, je suis à l'aise pour me mettre sur le divan. Je pense que c'est quelque chose, la psy, qui m'a beaucoup aidé dans la vie, parce que j'en ai fait moi-même pas mal. J'ai été sans doute un enfant plutôt introverti. J'étais aussi bègue pendant toute mon enfance. C'est quelque chose que justement j'ai dépassé grâce à la psychanalyse, je dirais à l'âge de 12-13 ans, à l'adolescence, voilà. Mais qui forcément un bègue, c'est sa relation avec le monde extérieur, la relation à autrui. Je fais une plateforme de communication maintenant, donc voilà, c'est quand même drôle comment les ruses de l'histoire et de l'histoire personnelle. Donc voilà, donc je pense que le fait de vouloir comprendre le monde, je pense que c'est quelque chose qui était très important pour moi enfant. Je pense le comprendre parce que il est difficile à appréhender, parce que cette communication est sans doute difficile. Voilà, voilà, comme ça, c'est ce que je dirais. Non, mais après j'étais un enfant qui était relativement sociable et qui a eu une enfance plutôt heureuse, mais qui s'est vraiment épanoui et vraiment trouvé à l'adolescence, je dirais. Une fois que tu avais résolu cette question du bégaiement. Voilà, je pense que alors, bégaiement, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. J'ai résolu un certain nombre de problèmes qui m'ont permis d'être vraiment qui permis de s'épanouir, de s'exprimer pleinement dans sa vie. C'est quelque chose aussi adolescence. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Donc voilà, voilà, je pense que j'ai été plus heureux adolescent et adulte qu'enfant quand même. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas justement des travers à avoir justement des parents psy quand tu parles de bégaiement ou que tu parles après des questions psychologiques, ensuite élever des enfants, élever des adolescents, c'est aussi finalement un travail psy. Moi, je le subis tous les jours avec la crise d'adolescence des miens. Et je me demande si parfois avoir des parents psy, ça semblerait plus simple parce qu'ils doivent avoir l'expérience. Mais est-ce que c'est pas aussi de temps en temps un peu fatigant parce que justement ils ont peut-être l'impression d'avoir toutes les réponses de par leur expérience et souvent quand on est enfant ado, on rejette ça justement. Assez malheureusement, mes parents étaient, enfin malheureusement, heureusement, je sais pas, mais en tout cas, mes parents étaient plus parents que psy, c'est-à-dire que ils ont beau conseiller, hein, c'est toujours l'histoire du cordonnier mal chaussé, hein, donc je pense que ils étaient d'abord parents quand ils étaient avec nous. Alors, je pense qu'ils m'ont apporté à moi en tout cas c'est un sens supplémentaire, je dirais un 7e sens qui permet, c'est des outils, c'est une boîte à outils, la psy qui est un peu original, qui permet de comprendre, d'avoir un angle un peu différent sur les choses, comprendre les gens, comprendre les relations entre les gens, comprendre comment ce monde fonctionne. Voilà, c'est une boîte à outils supplémentaire qui m'ont un peu donné parce que quand on discutait de sujets en famille, ils piochaient souvent cette boîte à outils. Donc c'est une boîte à outils supplémentaire. Après, en tant que pour l'éducation, je pense que voilà, ça a été des parents qui ont eu leur force, leur faiblesse, leurs propres limites, parce que les parents sont pas tout puissants, et je pense que l'enfant voudrait que les parents soient parfaits, et un jour on devient adulte. Ils le sont pas du tout, voilà. Mais non, ça a été des enfants, des parents assez normaux finalement, et le fait d'avoir bégayé, je pense pas que ce soit forcément lié, enfin en tout cas c'est pas lié directement. Je pense que mon père était aussi un peu bègue, mais voilà. Cette boîte à outils, elle te sert aujourd'hui pour manager. On parlait de 400, un peu plus de personnes dans la boîte. Est-ce que c'est des choses qu'on va puiser en soi, dans son passé, dans ses connaissances, pour peut-être appréhender différemment des problématiques de management X ou Y? Ah oui, c'est fondamental. C'est bon pour moi. Moi j'ai appris une chose, c'est de dire les choses, de parler, de se comprendre. Aujourd'hui, on appelle ça communication non violente. C'est la bienveillance dans l'entreprise. C'est des valeurs qui sont pour moi, qui me sont très chères, qui sont très importantes, qui font aussi que voilà, créer une entreprise, une grosse entreprise, c'est pas faire de l'argent, c'est pas vouloir
tous les entrepreneurs qui ont un certain succès vous le diront. C'est d'abord une aventure humaine. C'est d'abord avec des gens qui s'épanouissent au travail. Et donc oui, je pense que l'importance de l'humain, parce qu'un psy c'est quelqu'un, sa matière première c'est l'humain. L'importance de l'humain dans mon éducation elle a été importante, de comprendre l'interaction entre les gens elle a été essentielle. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui est au cœur et qui me permet, vous savez, hein, une entreprise, enfin toi Olivier, j'imagine que tu le sais aussi très bien, une entreprise c'est beaucoup de problèmes d'hommes. Les entrepreneurs parfois quand ils disent moi je veux bien créer une boîte mais sans personne, sans employé. Donc une entreprise, mais c'est ça qui est rigolo aussi dans l'entrepreneurial, c'est que c'est beaucoup des problèmes humains à gérer. Alors, ça c'est le lot de l'entrepreneur, c'est le lot du dirigeant. Même pas d'entrepreneur, du dirigeant. Et donc ça, faut un peu aimer les hommes pour vouloir le faire. Et puis aussi résoudre ces problèmes, on fait appel à différents outils. Alors je t'imagine, tous les dirigeants, faut pas appeler à des outils. Moi, j'utilise beaucoup ces outils qui sont le fait de parler, de dire les choses, de s'écouter. Ça permet de résoudre beaucoup de problèmes, je trouve. Et est-ce que après 13 ans d'entrepreneuriat, je me posais une question, excuse-moi Thomas, qui était est-ce que toi, tu vois comment tu as évolué? Est-ce que tu es capable de dire ce que tu as amélioré chez toi et aussi peut-être ce que tu n'aimes pas faire? Parce que c'est une question qu'on se pose et au départ, quand on est entrepreneur, on fait tout. On est un peu l'homme orchestre. Aujourd'hui, 400 personnes, forcément, il y a de l'organisation, du management, de la délégation. Est-ce que tu arrives à dire ce en quoi tu es pas bon et ce que tu aimes faire? Alors, sur la première question, est-ce que j'ai évolué je pense que j'ai pris un peu plus confiance en moi durant ces 13 ans, parce que voilà, quand on a monté un truc avec 400 personnes, on se dit bon quand même on n'est pas on peut un peu faire quelque chose de sa vie, hein. Je dis ça de manière un peu un euphémisme, mais donc la confiance en soi elle vient un petit peu. Le fait deuxièmement, je pense on voit aussi beaucoup plus ce qui est important et ce qui est moins important. C'est aussi des contraintes de temps. On peut pas tout faire soi-même, évidemment, mais même tout faire, toutes les sollicitations. On est très sollicité, donc pouvoir savoir ce qui est important et ce qui est moins important, je pense que c'est quelque chose qu'on gagne aussi beaucoup avec les années. Et puis après, pour répondre après, sans doute que juste pour finir, peut-être que l'énergie vitale qu'on a quand on crée la boîte et quand on a 23 ans, elle est plus importante que quand on a 37 ou 38 aujourd'hui. Voilà, mais l'énergie vitale, elle est fondamentale à l'entrepreneur et je pense que j'ai toujours beaucoup d'énergie vitale et c'est ça qui permet de driver, d'irriguer la boîte avec son énergie vitale. Après, sur la seconde question, qui est ce que j'aime faire et j'aime pas faire, oui, je suis assez clair sur ce que j'aime pas faire, et en particulier, c'est un problème aujourd'hui, hein, pour nous, qui devons nous structurer. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, des process, de bien définir les choses, de bien cadrer, de pas partir dans tous les sens, de donner une direction claire, tout ça. Voilà, encore une fois, moi, je suis plus du côté du créatif que de la machine unitaire. Ça veut dire que tu t'y colles quand même et tu prends sur toi, ou que tu trouves une personne qui le fera de fait bien mieux que toi? C'est aussi la question de la délégation qui est pas quelque chose de facile quand on est entrepreneur, quand on a son bébé, on a son truc qu'on a créé. Alors on essaie de déléguer, mais j'essaie de déléguer, mais c'est vrai que je vois que assez rapidement je peux remettre les mains dans le cambouis facilement. Oui, je dirais que la solution ce que j'essaie de faire, c'est de s'entourer de gens qui sont très complémentaires de moi, et je dirais qui m'impressionnent, qui travaillent chez moi et qui m'impressionnent tous les jours et qui sont bien supérieurs à moi sur toutes ces questions. Donc c'est ça qui est aussi la force du collectif et de travailler à plusieurs, c'est que on n'est pas bon partout et que j'ai des gens autour de moi qui font ça, qui organisent les choses beaucoup mieux que moi. Donc ouais. Je leur tire ma révérence, leur révérence, mon chapeau. Ouais.
Armand, est-ce qu'il y a un mantra, et on finira sur cette partie, sur cette question, est-ce qu'il y a un mantra qui a construit ta vie? Je me rappelle de notre toute première invitée sur 40 nuances de Next, Julia Bijawi de Frischti, qui disait: «L'avenir appartient à ceux qui se font confiance». C'est quoi le mantra d'Armand Thiberge? Bah, moi, ce que j'ai beaucoup, ce que j'ai constaté, c'est que le mantra, le plus important dans la vie d'entrepreneur, c'est la résilience. Hein. On le dit beaucoup, mais vraiment, enfin c'est dans dans la même lignée que ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que faut jamais baisser les bras, faut toujours croire en soi. Et quand on démarre une boîte, personne ne croit en soi. Donc, faut trouver les ressources internes pour déployer son projet, pour y croire, pour malgré les difficultés continuer, jamais lâcher. Donc, voilà, soyez résilients, et c'est ça qui ferait que vous réussirez. Et ne laissez jamais tomber. Ouais, voilà, non, c'est ça que je dirais. La résilience et l'abnégation. L'entrepreneuriat, c'est des moments où on souffre quand même beaucoup, on est aussi beaucoup seul. Donc ne jamais laisser tomber. Alors ça me fait une transition parfaite parce que là tu nous partages des choses qui me semblent très justes, très sincères, et on aime bien aussi dans 40 nuances de Next avoir un discours transparent. En anglais on dirait sans bullshit. Et c'est vrai que on parle beaucoup du succès. D'ailleurs forcément Next 40 c'est des champions, c'est de l'hypercroissance, c'est des grosses levées de fonds, c'est du chiffre d'affaires, c'est de l'international. Et donc on est impressionné par la courbe et par les chiffres de Sending Blue. Pour autant, on sait que les entrepreneurs se prennent des claques. Parfois, ils en parlent plus ou moins facilement. Et donc, on a une petite rubrique dédiée à ça. Et donc, on va t'envoyer le petit jingle et t'inviter à réfléchir, à partager aussi des moments d'échec ou de claques. Waouh! Ça fait mal, mais ça passe. Alors la claque, c'est pas forcément une claque physique. Est-ce que tu arrives à retrouver ou à partager, pas forcément récemment, mais ça peut être récent sur le plan personnel ou entrepreneurial, un revers de fortune, un échec, quelque chose qui t'a donné un coup de poing, mais au-delà duquel tu t'es relevé malgré tout. J'ai pas mal de choses qui me viennent à l'esprit, tu vois. Mais je vais commencer par la première. Moi, j'étais très fier. Au début, je lançais ma boîte. Quand t'es entrepreneur, tu vas conquérir le monde, etc. Et j'avais monté ma boîte en Inde. J'avais mon truc qui quand même, je trouvais, marchait bien. J'étais très, très, très fier. Et puis, je prenais vraiment très mal tous les gens qui me disaient, parce que j'avais tous mes copains là, qui étaient Lix, etc., qui étaient à Lix, qui avaient des très belles carrières, des très belles premiers, deuxième postes. Et à chaque fois qu'ils me voyaient, ils me disaient, alors, tu travailles toujours de chez toi? Donc, c'était la question récurrente. Tu travailles toujours de chez toi? Donc, j'avais évidemment un bureau, j'avais évidemment des employés, etc. Et donc, je voyais à quel point, et toujours avec mes petits Indiens, et donc, je voyais à quel point il y avait un peu de condescendance. C'était très gentil de leur part, mais il y avait beaucoup de condescendance et j'avais l'impression de pas exister socialement. Donc, ces premières années étaient assez dures. Alors après, c'est drôle parce que maintenant, c'est l'entrepreneuriat qui est beaucoup mis en valeur socialement et c'est un peu l'inverse qui s'est passé. C'est toujours pareil, les ruses de l'histoire. On est toujours étonnés. Voilà, c'était les premières claques. Et puis là, non, la deuxième, je dirais que les deuxièmes difficultés, ça a été, c'est le niveau RH humain, c'est-à-dire quand vous avez essayé de recruter des gens que vous n'arrivez pas, quand vous essayez de s'associer avec des gens que vous n'arrivez pas, ça a été des moments forcément qui font un peu mal à l'ego. Encore une fois, vous êtes entrepreneur, vous êtes passionné, vous avez l'impression que vous allez faire des choses formidables, puis vous avez des gens qui vous disent, beaucoup de gens qui vous disent non, donc ça c'est toujours des mini claques. Voilà. Et puis troisième chose qui a été dur à vivre pour moi, c'était à un moment donné dans le milieu dans les premières années de Sending Blue, j'ai eu un conflit important avec mon actionnaire à l'époque, et donc là je me disais, la boîte elle marchait très bien, et je me suis dit, bon,
Donc on n'arrivait pas à se mettre d'accord. On était vraiment en désaccord très fort, les avocats, etc. Et donc j'ai dit bah c'est comme ça. Moi je refuse de travailler pour ces actionnaires. Et donc je me suis dit je me laisse complètement aller, j'arrête. Je fais vraiment le minimum. Et pendant comme ça a duré quand même un an. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment down. Donc pas facile ça dans une vie d'entrepreneur. J'étais plus là. J'étais plus motivé. Je faisais mes projets à côté. J'avais commencé à fabriquer un avion. J'ai fabriqué un avion solaire à ce moment-là dans mon garage. Et puis j'ai mis mon énergie autre part. Mais plus dans ce niveau. C'est terminé pour moi. C'est terminé. Il y a un ressort possible pour les entrepreneurs dans ce cas-là qui est de éventuellement sortir les actionnaires. Soit trouver un racheteur pour leur part, soit les racheter. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ou comment vous avez fait? Voilà, mais merci Olivier en effet, il y a une issue à ces choses-là. Donc la solution a été en effet de racheter ces actionnaires. Et donc Partech est venu à ce moment-là. Et donc j'étais tellement démotivé qu'on a dit dans ces cas-là on vend la boîte. Donc c'était terminé, l'aventure était terminée. Donc, moi j'étais fini. Puis il y a un gars là, les gars de Partech Grosse qui m'ont dit non, mais nous en fait on va te sortir le mec qui t'embête et puis voilà, on va continuer avec toi. Et voilà, et l'aventure a démarré. Donc ça a été assez dur à vivre pour moi. Quand vous êtes avocat, vous n'arrivez pas à endormir la nuit. Non, c'est vraiment très dur. Vous avez en fait, c'est 10 ans de votre vie comme ça qui sont mis à la poubelle parce que vous avez un désaccord très fort. Donc, ça a été dur, mais finalement pour le meilleur puisqu'on a trouvé, des gens qui l'ont racheté, qui l'ont racheté à un prix d'ailleurs qui était inespéré pour eux parce qu'ils attendaient pas du tout à être achetés aussi cher. Et puis pour moi, ça m'a permis de rebondir et puis de faire ce qui est devenu Sendinblue aujourd'hui. C'est lié à l'erreur dont tu parlais dans le premier épisode de ton podcast sur le fait d'avoir peut-être trop dilué trop rapidement pour. Oui, absolument. Enfin, c'est lié. Oui. C'est en effet. J'ai donné beaucoup trop de pouvoir à ces gens. J'en avais beaucoup trop de capital. J'avais valorisé la boîte à l'époque 1 ou 2 millions, je sais plus, 2 ou 3 millions. Enfin, alors que 2 ou 3 millions, bon, ça peut paraître beaucoup, mais. Alors que ça en valait plus ou alors que ça en valait moins? Mais, t'as pas fini ta phrase. Mais bon, non, mais oui, non, mais pardon, après, sur les ordres de grandeur, donc l'entreprise, elle était valorisée, une valorisation assez faible, par rapport à la croissance qu'elle avait, au potentiel qu'elle avait, et donc j'ai donné presque la moitié de la boîte à ces entrepreneurs, à ces business angels. Ils avaient mis 1 million à l'époque, et donc après maintenant on est bons amis et tout, on s'est réconciliés, mais c'est vrai que sur le coup ça a été très dur. Et donc la solution ça a été de les sortir et de les remplacer par un autre investisseur qui était aligné avec ce que je voulais faire. Super intéressant. Ça doit pas facile de rester bons amis alors qu'ils voient maintenant le succès de. Oui, alors après, Sendinblue, nous, ça s'est arrivé de voir, moi, des dossiers dans lesquels on veut faire sortir des actionnaires, ils ont pas envie de sortir. Et c'est pas évident après quand ils voient effectivement le succès et éventuellement, du coup, l'argent qu'ils auront pas gagné sur la suite. Et puis c'est difficile de rester bons amis quand tu t'es retrouvé devant des avocats. Enfin bref. Écoutez, oui. Tout à ton honneur. Non, mais ils ont fait au moment de l'opération, ils ont fait une plus-value colossale par rapport à ce qu'ils avaient mis. Hein. Donc donc ils étaient hyper contents. Donc non. Ah, parfait. Ouais. Alors c'est gagnant-gagnant. Et alors on saura pas ce qui est devenu cet avion solaire. Ah oui, il est toujours dans le garage. Alors on a un avion solaire, donc avion solaire, donc il a même été lancé, donc c'était un drone qui vole, qui était censé voler à 20 km d'altitude, donc comme un pseudo-satellite qui restait en l'air, qui se rechargeait le jour et rechargeait ses batteries le jour et puis pouvait voler la nuit, donc c'était ça le projet. Donc on a fait un premier vol qui a bien fonctionné, un deuxième vol où l'avion, donc on a mis 1 an pour le construire, et qui s'est crashé, donc c'était la fin du projet. Mais bon, ça m'a permis de continuer dans le solaire. Et donc j'ai lancé un autre projet qui s'appelle Solar in Blue il y a 1 an, donc qui est en fait une nouvelle technologie solaire mais sur la mer, qui est offshore. Et donc ça c'est
c'est un projet qui vise en fait à suivre le mouvement qu'on a vu dans l'éolien, où les éoliens maintenant vont en mer. Voilà, Solar in Blue crée des fermes offshore en mer. Donc on est sur le prototype aujourd'hui, donc on a lancé des certaines choses, et ça c'est le résultat de cet avion solaire, parce qu'après un avion solaire on a fait un bateau solaire, et après le bateau solaire on a fait ces fermes solaires. Donc voilà, c'est encore une fois les hasards de l'histoire qui font les projets, donc faut être c'est toujours rigolo de voir comment les choses évoluent. Ah bah c'est génial, je connaissais pas cette partie de ton histoire, donc on voit le Armand multi-entrepreneur, innovant, créatif dans tous les sens. Ça, le Armand ingénieur. Ça fait également plaisir à entendre. Alors, je dois quand même être un peu le timekeeper. Normalement, c'est toi qui le fais, Thomas, mais je vois le temps passer. Et je trouve ça te va très bien. Dommage de j'apprends le métier grâce à toi. Ce serait bien quand même de pas se priver de la carte blanche. La carte blanche d'Armand Thiberge, bah c'est 1 minute ou 2 minutes qui te sont laissées vraiment micro open, sans notre intervention, juste après le jingle qu'on va passer. Et tu as libre cours pour parler d'un sujet qui peut te tenir à cœur, un projet ou un sujet de société ou quoi que ce soit, comme un mini TEDx à l'intérieur de ton podcast 40 nuances de Next. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Ça te laisse le temps de réfléchir. Donc, je voudrais consacrer ma carte blanche à un sujet qui m'est cher, qui est cher à toute une génération et aussi à la génération qui arrive, qui est le sujet du réchauffement climatique, de la décarbonisation de la planète. C'est aussi un peu un cri, parce que franchement, ce qui se passe aujourd'hui et à quel point ce sujet n'est pas pris au sérieux, c'est vraiment désarmant, c'est incompréhensible qu'on ne prenne pas ce sujet à bras le corps et qu'on ne s'engage pas vraiment vers un monde change la manière dont on consomme, change la manière dont on produit, change la manière dont on produit de l'électricité. Et donc voilà, donc c'est aussi le sens de ce projet Solar in Blue, c'est de se dire on est à la croisée des chemins. La génération de nos parents était peut-être ne voyait pas forcément ces sujets, ne comprend pas. Même aujourd'hui, je pense la mesure de l'importance de cette problématique. Et donc c'est notre génération, nous maintenant, qui arrivons au pouvoir, qui avons une responsabilité historique en tant que citoyens, en tant qu'entrepreneurs, de faire changer l'histoire et de faire que ces prévisions alarmistes de doses de température n'adviennent pas, et de pouvoir livrer un monde plus soutenable à nos enfants. Ça, c'est, je pense, notre et à nos petits-enfants, parce que nos enfants vont aussi aider à cette transition, ce pivot qu'on va faire. J'en suis sûr. En tout cas, on a perdu beaucoup de temps, et je trouve que c'est vraiment pas responsable, et je pense que l'histoire nous pointera du doigt parce qu'on n'a pas pris notre responsabilité sur ce réchauffement climatique. Alors, on n'est pas seul, certes, mais par contre, en France, on est souverain, et on peut montrer l'exemple, on peut prendre des mesures fortes pour pouvoir changer les choses. Et c'est qu'une histoire de volonté politique. Et il faut arrêter de se dire ouais, mais les États-Unis, ils ont pas signé l'accord de Paris, et les Chinois, les Indiens, les trucs. Non. Faisons les choses en France, à notre échelle déjà, et on sera un exemple aussi pour eux. Et c'est pas vrai que les Indiens, et c'est pas vrai que les Chinois, ils s'en foutent du réchauffement climatique. Ils sont aussi très concernés, et il faut essayer de faire des choses. Et les États-Unis aussi. Donc soyons responsables par rapport à la génération future. Et ça, c'est beaucoup une histoire de volonté politique. Et je pense que les électeurs et les Français sont aussi très volontaires. Donc maintenant, c'est aux politiques de faire leur travail. C'était la carte blanche, c'était le cri d'Armand Thiberge de Sending Blue. On a dit avec Olivier, on va pas relancer sur cette carte blanche. Je me fais juste cette remarque: Sending Blue, Solar in Blue. Est-ce que toutes les boîtes que tu fondes doivent être bleues? Oui, Solar in Blue est en effet un clin d'œil à Sending Blue. Le bleu, je trouve, est une couleur
pleine d'espoir, pleine de paix, pleine d'horizons nouveaux. Donc oui, j'aime bien cette couleur. Bon, sans vouloir rentrer dans les conventions, le bleu, le rose pouvant être peut-être pour les filles. Ah non, je te laisserai pas dire ça là. Tu es dans la prédétermination culturelle. Je fais les transitions comme je peux. Exact. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais c'était pour me permettre une transition comme je pouvais vers notre dernière rubrique, qui est la rubrique Sista. Armand va nous parler d'une entrepreneur qui lui tient à cœur, qu'il avait envie de mettre en avant dans son podcast 40 nuances de Next. Elle s'appelle Jeanne, je crois, et tu vas nous en dire un mot. Alors oui, c'est ma petite sœur chérie qui a suivi une certaine manière mes pas, mais dans l'éducation, et donc qui est entrepreneur, et qui a monté il y a 1 an, donc c'est un projet qui est tout jeune, et qui a monté une école, une preschool, et donc elle a plus de 100 enfants maintenant qui viennent après l'école, qui peut aussi enfin il y a un temps pour les enfants qui sont après l'école, il y a il y a eu aussi une preschool qui a été lancée pour les enfants avant l'école maternelle. C'est un projet, je trouve, qui est très beau parce qu'il s'articule autour de valeurs qui sont en particulier autour du partage, et donc le projet s'appelle Les Bons Enfants, et donc je suis très fier de ma petite sœur qui a lancé ce nouveau projet et qui marche très bien malgré tous les confinements et tous les problèmes qu'elle rencontre maintenant. Est-ce qu'il y a un modèle économique? Est-ce que ce sont les parents qui paient? Alors dans le cas de la preschool, ça peut uniquement sur l'argent de poche. Ça peut être l'entreprise qui prend en charge une partie. Il y a aussi la CAF qui aide beaucoup, donc il y a des aides publiques. Et la dernière partie, oui, c'est les parents qui payent. Après, il peut y avoir pour les parents qui ont pas beaucoup de moyens, il y a des prix spécifiques pour quand même pouvoir participer être dans ce projet. Armand, on va se faire ton porte-parole avec notre associé Solène Etienne pour lui poser une question de ta part. Qu'est-ce que tu souhaiterais lui demander à ta sœur Jeanne? J'aimerais lui demander comment elle voit les bons enfants enfin, tu veux dire sur son projet entrepreneurial, c'est ça? Tout à fait. Ouais, non, voilà. Non, j'aimerais savoir où elle voit l'entreprise dans 5 ans. Moi, je peux te répondre, hein, dans 5, 10 ans, les bons enfants seront les bons adolescents. Donc, on attend évidemment une meilleure réponse de sa part. On va te remercier, Armand. C'était très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses avec toi pendant ces presque 2 heures qu'on a passé ensemble. D'où l'intérêt aussi de découper en 2 épisodes. Olivier, je te laisse conclure et donner la parole à Solène et Jeanne. Écoute, moi, Armand, je me mets aux côtés de Thomas pour te remercier parce que tu as vraiment joué le jeu de l'ouverture et je pense que c'était très inspirant pour tous les jeunes entrepreneurs potentiels pour mieux comprendre l'univers de la croissance, de la start-up, mais aussi les préoccupations sociétales que tu as partagées volontiers et qui nous éclairent parce que une des réponses peut-être à la crise actuelle, elle peut venir aussi des entrepreneurs, même si toutes les réponses ne sont pas dans le milieu des startups. Il y a quand même une transformation qui est en train de s'opérer. Et c'était aussi le but de 40 nuances de Next. Donc, merci beaucoup pour ça. On a été ravis de partager ce moment avec toi. Et on va conclure avec Jeanne et Solène pour leur laisser la parole et que ce soit le point final de ton podcast 40 nuances de Next. Merci encore. Aujourd'hui, la rubrique Sista n'a jamais aussi bien porté son nom et je suis ravie d'aller à la rencontre de Jeanne Richard-Thiberge, fondatrice Les Bons Enfants. Bonjour Jeanne. Bonjour Solène. Alors Jeanne, Armand nous a déjà bien parlé de ce qu'étaient les bons enfants. Moi, j'aurais eu envie de savoir comment tu avais eu l'envie de te lancer dans cette aventure, sachant qu'il me semble que ce n'était pas la route que tu avais choisie au départ. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai travaillé pendant 6 ans au ministère de la Défense en relations internationales. Donc j'étais pas exactement partie pour me lancer dans l'éducation.
Mais j'étais dans un poste assez exigeant en termes d'amplitude horaire et de présence. Et en fait, mon mari étant aussi entrepreneur, il travaillait beaucoup et on a 3 petites filles. Et c'est vrai qu'à la naissance de ma 3e fille, je me suis dit qu'il fallait qu'on enlève quelque chose dans notre équation. Et j'ai décidé du coup de quitter mes fonctions au ministère de la Défense. Et puis, ce faisant, alors j'en ai d'abord un peu profité. J'ai passé du temps avec mes filles et je me suis fait embarquer dans une association qui récupérait les enfants qui le fait d'ailleurs toujours, qui récupère les enfants à la sortie de l'école et qui les accueille avec une équipe de bénévoles pour une étude dirigée. Et ça m'a absolument passionnée pour 2 raisons. La première, c'est que je vais renouer avec quelque chose qui m'avait beaucoup touché, beaucoup parlé avant de travailler, puisque j'ai été chasseur scout pendant longtemps. Je me suis beaucoup investie, je me suis occupée d'enfants, j'ai gardé des enfants, mais ça m'a intéressée très profondément. Et du coup, j'ai renoué avec ça. Je me suis dit, mais il y a cette affinité que j'ai avec le domaine de l'éducation que je retrouve. Et puis en plus, c'était un poste d'observation franchement fantastique parce que on récupérait des enfants de différentes écoles du quartier, publiques et privées, et on les accompagnait dans leurs devoirs. Et donc, en les encadrant pour les devoirs, il y a des choses qui me sont vraiment sautées aux yeux, à la fois les différences qu'il pouvait y avoir entre les écoles, entre les enfants. Quelques bras me sont tombés de temps en temps. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. J'ai vu des enfants qui avaient raté le train et qui étaient encore, qu'on essayait le train les attendait pas et c'était terrible d'être là et de se dire mais il y a quelque chose qui avance trop vite et en même temps ces enfants-là parfois il y a quelque chose qui avançait trop vite dans une matière mais pas dans une autre. Et pour moi quelque chose d'une incohérence dans la manière de fonctionner qui m'a donné envie d'entreprendre dans l'éducation. Et d'ailleurs, il se trouve que dans un premier temps, j'ai travaillé à un projet d'école. Je me suis dit, il faut que je fasse une école. Et puis j'ai cherché des locaux. J'ai mis du temps à trouver des locaux. Et en fait, le timing dans l'année où j'ai trouvé les locaux ne me permettait pas d'ouvrir une école à la rentrée. Donc, je me suis dit, je vais faire le complément de l'école, c'est-à-dire le périscolaire et l'extrascolaire, après l'école, mercredi et les vacances. Et puis, j'ai ouvert du coup que cette partie-là de mon projet. Et en ouvrant cette partie-là, je me dis, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est un métier à part entière. Il y a un boulevard parce qu'il y a personne. Et puis, en plus, à ce moment-là, j'étais complémentaire des solutions existantes et donc partenaire des écoles, oui, de la mairie, du diocèse. Enfin, il y avait quelque chose où j'ai rencontré quand même davantage d'opposition avec mon projet d'école et sur le projet de l'extrascolaire, du complément de l'école. Alors là, tout de suite, toutes les écoles s'accordaient pour dire que il y avait un vrai besoin et que ça faisait tout à fait sens d'aller dans. Tu étais leur allié du coup. Tout à fait. Alors, tu sais, dans ce podcast, nos invités ont toujours une question surprise à leur invité, à leur sista. Armand voulait savoir comment tu voyais les bons enfants dans 5 ans. On a la chance de bien fonctionner. On a l'objectif d'ouvrir 2 à 3 nouveaux lieux l'année prochaine. Donc, dans 5 ans, ça peut commencer à faire quelque chose. Toujours en région parisienne ? Oui, pour l'instant, région parisienne, ouais. Ouais. Oui, parce que je pense que ça doit être très incarné, que moi, j'ai besoin d'être beaucoup sur place aussi dans un premier temps. Après, on verra comment on se développe, mais dans un premier temps en région parisienne. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour les 5 ans à venir ? Je réfléchis, hein. En fait, nous, ce qui nous caractérise aux bons enfants, notre colonne vertébrale, c'est qu'on apprend le service et le partage et l'entraide. Et c'est très singulier. Aujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, il y a beaucoup de pédagogie qui existe, il y a pas mal de nouveautés, mais c'est vrai que je crois que ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, c'est particulier et c'est formidable parce que ça fonctionne. Et moi, je trouve que c'est plein d'espérance.
et de me dire que si nous, on peut être à la hauteur de nos ambitions dans 5 ans, ça dit des choses formidables sur l'évolution de la société. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Si je reviens un petit peu sur l'actu aujourd'hui, on voit à quel point l'éducation nationale est confrontée à de nombreuses problématiques. La gestion de la crise sanitaire, le suivi des cours en présentiel, en distanciel, faire en sorte que les élèves, les étudiants ne décrochent pas et assurer aussi le suivi pédagogique. Est-ce que tu es confronté avec les bons enfants à ces mêmes enjeux et comment tu y réponds ? Alors, nous, notre enjeu, il est d'abord sanitaire parce que il faut qu'on se soumette aux protocoles qui ont été édictés, qui sont exactement les mêmes que ceux de l'éducation nationale. En revanche, on a la chance de pouvoir garder l'intégralité de nos activités ouvertes. Et c'est vrai qu'on a une demande qui était déjà très importante, qui continue à l'être. On observe évidemment le désir des parents de faire garder leur enfant. Nous, la difficulté va résider dans la cohabitation entre ces protocoles et la vie de tous les jours, et la vie en communauté, et la vie en humanité, j'ai envie de dire, parce que voilà, les enfants, on est près d'eux. Il y a quelque chose qui est vraiment pas du tout naturel dans la distanciation et entre les enfants et entre les enfants et nous. Donc c'est la difficulté, c'est comment faire pour intégrer toutes ces nouvelles normes sans perdre notre authenticité, sans renier quelque chose de ce qu'on fait dans lequel on croit profondément. Donc beaucoup d'enjeux et beaucoup de challenges et de défis actuellement. Tout à fait, exactement. Jeanne, merci beaucoup pour cette interview et je te souhaite d'ouvrir beaucoup de structures Les Bons Enfants. Merci Solène. À bientôt. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.